Mesdames et messieurs, bonjour. Comme nous le faisons chaque semaine, je vais vous présenter avec les ministres qui m'accompagnent l'état de la situation sanitaire dans notre pays et les conséquences que nous en tirons sur l'évolution des mesures de gestion de l'épidémie d'ici la fin de l'année, mais aussi sur les perspectives que nous pouvons tracer pour la rentrée de janvier. Pour aller à l'essentiel, la situation sanitaire s'est considérablement améliorée au cours des dernières semaines, mais elle marque le pas depuis quelques jours. Olivier Véran vous en présentera le détail dans un instant, mais retenez que si la France était parmi les pays européens les plus touchés par l'épidémie à la fin du mois d'octobre, la situation s'est inversée depuis. C'est probablement aujourd'hui en France que la situation a le mieux évolué depuis 6 semaines, et c'est en France que l'épidémie est aujourd'hui la mieux maîtrisée par rapport à nos voisins européens. Je m'en réjouis notamment pour tous nos personnels soignants auxquels j'ai rendu visite à de multiples reprises depuis mon entrée en fonction, qui font, vous le savez, depuis plusieurs mois un travail formidable et qui vivent comme un soulagement la baisse des hospitalisations, notamment dans les services de réanimation, même si la situation reste préoccupante dans certaines régions. Le nombre de nouveaux cas quotidiens est passé de près de 50 000 à environ 10 000, c'est-à-dire une division par 5. La prévalence de l'épidémie dans la population générale se situe en France à 107 cas pour 100 000 habitants, quand elle est encore à 150 en Allemagne, 250 en Italie ou 300 en Suisse. Cela est bien sûr dû aux mesures que le gouvernement a prises de manière suffisamment précoce, avec la mise en place du couvre-feu mi-octobre, puis du confinement à partir du 30 octobre, mais également aux efforts et au sens des responsabilités que vous avez su consentir. Je tiens une nouvelle fois à vous en remercier très sincèrement, car même si nos règles ont été moins dures qu'en mars dernier, je sais qu'elles ont pesé sur votre quotidien et sur votre morale, sans parler de celles et ceux d'entre vous dont l'activité professionnelle a été directement impactée. Je sais que ces mesures peuvent être mal ressenties, parfois incomprises. Je veux vous en rappeler la logique. Il ne s'agit pas simplement de veiller à ce que les lieux où vous vous rendez ou que les activités que vous pratiquez soient dotées de protocoles sanitaires exigeants. En période de flambée épidémique, il faut passer à la vitesse supérieure et prendre les dispositions pour éviter le plus possible les flux, les rassemblements et les concentrations de population. Il faut rester chez soi le plus possible et limiter ses motifs de sortie. Mais, je vous l'ai dit, cette amélioration marque le pas depuis une semaine. Nous sommes sur une sorte de plateau. Le nombre de nouvelles contaminations ne se réduit plus et il tend même à légèrement réaugmenter depuis quelques jours. La partie est donc loin d'être gagnée. Comment expliquer ce phénomène ? Peut-être pour une part en raison de l'allègement de nos mesures et notamment des flux et des brassages de population qu'a entraîné la réouverture des commerces intervenue le 28 novembre. Mais en réalité, ce changement de tendance n'est pas propre à notre pays, puisqu'on observe la même évolution au même moment dans de nombreux pays d'Europe où des mesures de durcissement ont d'ailleurs été annoncées ces derniers jours. Je demande au ministre des Solidarités et de la Santé de nous expliquer plus en détail la situation épidémiologique à ce jour, en France comme à l'étranger. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, la vague épidémique que nous connaissons est mondiale. Elle atteint des niveaux inégalés. Un chiffre pour s'en rendre compte, 1,5 million de personnes ont perdu la vie en raison du virus depuis le début de cette pandémie. 70 000 personnes sont mortes dans le monde cette semaine en raison de cette épidémie. Parmi eux, près de 30 000 décès ont été enregistrés ces 7 derniers jours sur le continent européen, un nombre en hausse constante. Ailleurs, la situation est tout aussi inquiétante, que ce soit aux États-Unis, qui dépassent régulièrement les 200 000 contaminations diagnostiquées par jour, mais aussi en Afrique du Sud, qui fait face à une deuxième vague, au Mexique, au Brésil,
dans d'autres endroits du globe, en Turquie ou encore au Japon. En Europe, les pays les plus touchés actuellement sont l'Italie, l'Autriche, la Hongrie, le Portugal ou encore la Suède. Je ne vous fais pas la liste, mais vous avez sur le diaporama par couleur les pays qui sont touchés. Vous voyez qu'en dehors de 2 pays scandinaves et de l'Irlande où la situation s'est améliorée, tous les pays ont dépassé les niveaux d'alerte épidémique. Et la mortalité atteint des sommets en Italie qui a pu enregistrer jusqu'à 1000 décès en une journée. Sur le graphe suivant, pour mémoire, la France était au moment où nous avons décidé du confinement, un des pays d'Europe les plus touchés, vous l'avez dit Monsieur le Premier ministre, juste derrière la Suisse. Il fallait réagir et agir, nous l'avons fait et vous l'avez fait. Quelques semaines plus tard, sur le graphe suivant, voilà où nous en sommes. La France et l'Espagne, pays au sein desquels la deuxième vague avait commencé plus tôt après l'été, présentent désormais un niveau de contamination plus faible que la quasi-totalité des pays qui nous entourent. Ça ne veut pas dire que le niveau de contamination soit faible, mais ça veut dire qu'il est encore plus élevé chez les autres pays. Si je prends un exemple, l'Allemagne, qui avait mis en place déjà depuis plusieurs semaines, depuis de longues semaines, des mesures de confinement partiel, est en train de décider région par région de la fermeture de l'ensemble des commerces, par exemple. Le couvre-feu et le confinement en France étaient donc urgents, ils étaient nécessaires et ils ont permis d'avoir une efficacité, une courbe pour pouvoir s'en rendre compte. De 50 000 nouveaux malades diagnostiqués par jour, nous sommes passés à 11 000 malades diagnostiqués par jour, c'est bien, c'est important. Cela a permis de sauver des milliers de vies. Ça a épargné des dizaines, des centaines de milliers de Français des symptômes du Covid, qui, je le rappelle, peuvent quand même faire perdre le goût et l'odorat, occasionner de fortes fièvres, donner de la toux et, dans les cas les plus graves, entraîner une détresse respiratoire. Mais comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas encore sortis de la deuxième vague. 11 000 nouveaux malades par jour, c'est beaucoup trop. Et pire encore, le nombre de malades dont la dynamique de l'épidémie a arrêté de baisser depuis environ une semaine. Ce soir, par exemple, près de 14 000 nouveaux diagnostics de Covid ont été réalisés sur 24 heures, alors qu'il n'y en avait que 12 000 jeudi dernier. Ce n'est pas encore une reprise épidémique à proprement parler, une nouvelle réascension, c'est plutôt un plateau, vous le voyez sur la courbe, mais nous savons que du plateau au pic, parfois les choses peuvent aller très vite. Quelles sont les raisons de ce plateau? Pourquoi est-ce que ça a arrêté de baisser après des semaines de diminution? Le relâchement collectif, sans doute. Un brassage plus important dans la population, lié d'ailleurs en partie à l'allègement des règles du confinement, c'était attendu. Mais aussi un facteur contre lequel nous ne pouvons pas faire grand-chose, le facteur climatique. Le froid, l'humidité qui ont accompagné l'arrivée du mois de décembre dans notre pays et sur le continent européen. Des éléments climatiques qui pourraient d'ailleurs, d'après certains experts, expliquer ce gradient ouest-est que nous constatons, avec des niveaux d'incidence qui sont par exemple beaucoup plus faibles en Bretagne qu'ils sont constatés en Savoie ou en Haute-Savoie. À partir de ce constat, plusieurs observations peuvent être réalisées. D'abord, nous n'atteindrons pas les 5000 diagnostics par jour au 15 décembre. Deuxième constat, les conditions climatiques vont évidemment durer puisque l'hiver va progressivement s'installer. Troisième constat, les vacances et les fêtes de fin d'année vont augmenter de manière importante nos contacts sociaux. Le risque est donc, si nous ne changeons rien, que la deuxième vague reparte dans les prochaines semaines, que les cas graves se remettent à augmenter. Nous l'avons déjà connu. J'en viens maintenant à la situation sanitaire, avec d'abord un bilan des hospitalisations. Il y a d'ores et déjà plus de malades hospitalisés dans nos hôpitaux en France au cours de la deuxième vague qu'au cours de la première vague. Nous avons même atteint un pic à 33 500 malades. C'était peu de temps après la mise en place du confinement. Il y aura plus de malades encore hospitalisés au 15 décembre qu'il n'y en avait au 11 mai lors du déconfinement. Enfin, il y a, à l'heure à laquelle je vous parle, en France, un nouveau Français hospitalisé toutes les minutes en raison d'une maladie à Covid. Alors ce qu'on peut dire, c'est que ça baisse, mais là aussi, la baisse ralentit. Et nous savons que ça ne baissera probablement plus d'ici 1 à 2 semaines, compte tenu de la dynamique épidémique actuelle, puisque vous savez que les cas graves suivent les diagnostics avec 1 à 2 semaines de délai. Les réanimations ensuite, si nous sommes passés aujourd'hui sous la barre, juste sous la barre,
des 3000 malades hospitalisés dans les réanimations pour atteinte à coronavirus. Là aussi, le rythme de la baisse est assez lent et nous pouvons craindre que cette baisse se ralentisse davantage dans 1 à 2 semaines, voire qu'elle puisse à son tour s'inverser compte tenu du plateau épidémique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ces dernières 24 heures, un malade a été placé d'urgence en réanimation toutes les 7 minutes. Toutes les 7 minutes, avec dans la plupart des cas la mise en coma artificielle et respiration aidée par une machine avec un tube, ce qu'on appelle une intubation des malades. Enfin, nous avons même dû reprendre cette semaine des évacuations sanitaires en provenance de la région Bourgogne-Franche-Comté où la situation hospitalière reste préoccupante. Voilà le point épidémiologique. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Les éléments que vous venez de nous présenter appellent donc 2 conclusions. Nous ne sommes pas encore arrivés au bout de cette 2e vague. Et nous ne serons pas, le 15 décembre, à l'objectif que nous nous étions fixé de passer en dessous des 5000 nouveaux cas par jour. Pourquoi cet objectif de 5000 ? 5000 cas par jour, c'est le niveau à partir duquel nous pouvons réduire durablement le niveau de pression sur nos services hospitaliers, mais également reprendre le contrôle de l'épidémie en traçant et cassant toutes les chaînes de contamination sans recourir à des mesures de confinement ou de freinage. Dès lors que nous ne serons pas à 5000, mais vraisemblablement au double, dès lors que les chiffres ne baissent plus et se remettent même à légèrement augmenter, il est de notre devoir d'en tirer les conséquences et d'adapter les mesures que nous avions envisagé de prendre à l'échéance du 15 décembre. S'y ajoutent 2 raisons supplémentaires d'agir. Les semaines à venir présentent en effet un certain nombre de facteurs de risque que nous n'avions pas rencontrés en mai dernier, à la levée du premier confinement. Outre la question des températures évoquée par le ministre des Solidarités et de la Santé, nous savons que les fêtes de fin d'année, à Noël ou pour le Nouvel An, constituent des moments particulièrement à risque. Le retour d'expérience de ce qui s'est passé aux États-Unis ou au Canada pour les fêtes de Thanksgiving le démontre amplement, puisque chaque fois ces fêtes ont entraîné une accélération de l'épidémie. Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons pas baisser la garde. Nous devons rester cohérents et négocier les prochaines semaines avec beaucoup de vigilance. Nous devons adapter nos mesures autour d'un objectif, permettre à chacune et chacun de profiter des vacances et des fêtes de fin d'année, mais sans nous exposer à un risque de rebond de l'épidémie, ni maintenant, ni dans les premières semaines de janvier. Car je pense que nous serons tous d'accord sur ce point. Faisons tout ce que nous pouvons pour réduire le risque de devoir vivre un 3e confinement dans les prochains mois. C'est pourquoi nous avons décidé, sous l'autorité du Président de la République, d'adapter la stratégie de déconfinement en pleine cohérence avec ce qui vous avait été présenté le 24 novembre dernier. Mardi prochain, le 15 décembre, comme nous l'avions annoncé, nous passerons à une nouvelle étape. Mais les règles seront plus strictes que ce que nous avions initialement envisagé. Première décision, les établissements recevant du public dont nous avions prévu la réouverture au 15 décembre resteront fermés 3 semaines de plus. Les conditions posées pour leur réouverture ne sont hélas pas réunies. Il s'agit principalement des cinémas, des théâtres, des salles de spectacle, des musées, mais aussi de l'accueil du public dans les enceintes sportives, dans les cirques, les parcs zoologiques ou encore les salles de jeux et les casinos. Cela signifie également que les règles posées récemment pour les lieux de culte ne seront pas revues à la hausse. Je mesure combien ces décisions sont difficiles à accepter, car il s'agit là d'activités très attendues pendant cette période de fin d'année et que ces secteurs souhaitaient pouvoir retrouver leur public. Même si tous ces établissements disposent de protocoles sanitaires, la logique que nous devons suivre est d'éviter d'accroître les flux, les concentrations, les brassages de public, à un moment où nous devons continuer de les réduire autant que possible. Je sais à quel point le secteur culturel s'était préparé
que les artistes ont répété, que toutes les filières étaient mobilisées, que tout était prêt pour que les rideaux se lèvent et les écrans s'illuminent. Prendre cette décision avec le président de la République et la ministre de la Culture nous a été particulièrement douloureux, croyez-le bien. Malheureusement, si nous nous laissons tenter par l'ouverture des salles pour les fêtes de fin d'année, ce que nous avons tous espéré, la situation sanitaire pourrait être pire en janvier et nous décalerions d'autant les perspectives d'un retour à la normale. Voilà pourquoi nous avons décidé ce décalage de 3 semaines pour tout assouplissement. Je sais aussi que les supporters sportifs rêvaient de retourner au stade voir leurs équipes préférées. Nous réexaminerons donc la possibilité de les rouvrir à partir du 7 janvier en fonction de la situation sanitaire à cette échéance et de l'analyse que nous pourrons faire des effets des fêtes de fin d'année sur la situation épidémique. Bien évidemment, nous maintiendrons d'ici là tous nos dispositifs d'accompagnement économique, à la fois généraux et propres aux établissements culturels pour les aider à passer ce cap. Nous maintenons par ailleurs l'échéance du 20 janvier pour les autres établissements et activités fermés. Deuxième décision. Comme prévu, nous rétablirons un couvre-feu dès le 15 décembre, mais il sera durci par rapport à ce que nous avions annoncé. D'une part, il débutera dès 20h et non à 21h. D'autre part, il sera strictement contrôlé avec des possibilités de dérogation limitées. Monsieur le ministre de l'Intérieur y reviendra. Troisième décision. Ce couvre-feu concernera aussi, contrairement à ce que nous avions envisagé initialement, le réveillon du 31 décembre. Ce réveillon est en effet un moment traditionnellement festif. Nous l'apprécions d'ailleurs pour cela. Mais il concentre tous les ingrédients d'un rebond épidémique. Si la circulation avait continué à se réduire fortement, nous aurions pu assumer ce risque. Mais ce n'est pas le cas. Nous devons être raisonnables. Respecter la règle du couvre-feu, rester chez soi, donc le 31 décembre, et suivre la recommandation d'un maximum de 6 adultes. Et nous savons parfaitement que plus nous multiplions les contacts dans des lieux de surcroît clos, où il est difficile de respecter les gestes barrières, plus les risques sont importants. C'est la raison pour laquelle nous voulons aussi limiter au maximum les occasions de se retrouver chez les uns ou les autres, notamment en soirée pour un apéritif, un dîner, une fête. On mange, on boit, on est proches les uns des autres et il est beaucoup plus difficile de garder ces distances ou de porter un masque. Ce sont des moments formidables, nous les apprécions tous, moi le premier, croyez-le bien, mais c'est le facteur numéro 1 de contamination. C'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle nous maintenons la fermeture des bars et des restaurants. Toutes les études scientifiques le prouvent désormais. Nous devons donc faire collectivement l'effort d'y renoncer au cours des prochaines semaines. La même logique aurait probablement commandé de faire la même chose pour Noël. Mais Noël occupe une place à part dans nos vies et nos traditions. C'est un moment de rassemblement familial où peuvent se retrouver toutes les générations, enfants, parents, grands-parents, un moment où se forgent les premiers grands souvenirs des plus petits. Nous autoriserons donc les déplacements pour cette soirée du 24 décembre. Mais en vous rappelant la règle que je vous ai indiquée la semaine dernière, pas plus de 6 adultes à la fois. J'y ajoute une autre recommandation, si vous deviez retrouver au cours des prochaines semaines, soit pour Noël, soit d'ailleurs pour un autre jour, une personne âgée ou vulnérable au coronavirus, limitez vos interactions au cours des 5 jours précédents, restez le plus possible chez vous. L'ensemble de ces mesures nous permettent de maintenir la possibilité de se déplacer sur tout le territoire à partir du 15 décembre. Elles ne nous autorisent pas, en revanche, à diminuer le recours au télétravail partout où il est possible. J'en profite pour me réjouir publiquement de l'accord conclu sur ce sujet essentiel par les partenaires sociaux le 26 novembre dernier.
preuve de la vitalité du dialogue social dont nous avons tant besoin et que j'encourage inlassablement. Les dispositions que nous prenons vont également nous permettre d'adapter dans le sens d'un plus grand pragmatisme et d'une effectivité renforcée notre dispositif de contrôle des déplacements quotidiens. Je demande à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, de venir vous en présenter les modalités. Le ministre. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, à partir du 15 décembre à 20h, donc, nous entrons dans une phase de couvre-feu sur le territoire national, sauf pour les territoires ultramarins. En voici les principales règles. Pendant la journée, à partir du 15 décembre, l'attestation ne sera plus obligatoire pour se déplacer. Les déplacements entre régions seront autorisés. En revanche, les déplacements seront interdits de 20h à 6h du matin. Cela signifie qu'à 20h, chacun devra rester chez soi, sauf exception. Par exemple, même si le commerce ou le service recevant du public dans lequel vous vous trouvez ferme ses portes à 20h, vous devrez vous organiser pour être à votre domicile à 20h. Seul un nombre limité de déplacements sera autorisé de 20h à 6h du matin. Il s'agit notamment des déplacements entre le lieu de votre domicile et le lieu de votre travail. Si vous travaillez de nuit ou que vos horaires ne vous permettent pas d'être chez vous à 20h, par exemple. Le commerce dans lequel vous travaillez ferme à 20h. Vous pourrez évidemment vous déplacer après cet horaire pour rentrer chez vous. Deuxième motif d'autorisation, les déplacements pour des raisons de santé. Aller à l'hôpital pour des soins urgents ou pour acheter des médicaments dans une pharmacie de garde. Troisième autorisation, des déplacements pour motif familial impérieux. La garde d'enfants ou apporter assistance à une personne vulnérable. Des déplacements également liés à des missions d'intérêt général, par exemple pour aider les plus démunis dans le cadre d'une activité associative, ou enfin des déplacements pour sortir votre animal de compagnie près de chez vous. La pratique sportive ou la balade en plein air ne sera pas autorisée de 20h à 6h du matin, dans la mesure où elle pourra bien évidemment se dérouler en pleine journée. Comme l'a dit le Premier ministre, le couvre-feu ne s'appliquera pas la nuit de Noël, la nuit du 24 au 25 décembre, mais les déplacements et rassemblements devront évidemment s'effectuer dans le respect des règles sanitaires. Si vous avez besoin de circuler pour l'un des motifs évoqués, entre 20h et 6h du matin à partir du 15 décembre, vous devrez vous munir d'une attestation de déplacement, une nouvelle attestation qui sera éminemment à votre disposition et que vous pourrez également rédiger à la main si vous le souhaitez. Vous devez être en mesure de présenter cette attestation lors d'un contrôle par les forces de l'ordre, soit sous format papier, soit sous format électronique. Vous devez, en même temps que cette association, pouvoir justifier de votre déplacement par des documents qui permettent notamment le fait que vous puissiez aller travailler, soit vous rendre sur votre lieu de travail, soit pour travailler, soit parce que vous revenez de votre lieu de travail. Je rappelle qu'en cas de contrôle par les policiers municipaux, par les gendarmes, ce déplacement de 20h à 6h du matin sans motif valable, sans présentation d'attestation valable, vous expose à une amende forfaitaire de 135 €. Depuis le début du confinement, plus de 2,9 millions de contrôles ont été diligentés. Et la police nationale, la gendarmerie, a mis plus de 285 000 verbalisations. Et j'ai néanmoins demandé aux forces de l'ordre de renforcer encore davantage le dispositif de contrôle. Il est fondamental que ces règles soient respectées par tous pour contenir l'épidémie. Il est fondamental que nous ne relâchions pas nos efforts. Nous devons être particulièrement vigilants dans les lieux de rassemblement, les grands magasins et les centres commerciaux, et j'ai d'ailleurs demandé au préfet de vérifier davantage que ceux-ci respectent les règles sanitaires. Nous serons par ailleurs intransigeants sur les rassemblements non autorisés et les fêtes sauvages. C'est avant tout en comptant sur la responsabilité de chacun que nous arriverons à maîtriser l'épidémie et à retrouver une vie normale le plus rapidement possible. Les forces de sécurité intérieure assureront les contrôles avec tact et mesure
mais il n'y aura pas de consigne d'indulgence. À cette occasion, je voudrais remercier l'ensemble des forces de l'ordre pour leur mobilisation sur cette mission si essentielle pour notre pays dans les circonstances actuelles. Je sais pouvoir compter sur leur investissement et je demande aux Françaises et aux Français également de les encourager et de les remercier pour leur action. Ils protègent des vies en nous contrôlant. Merci, Monsieur le Ministre. Bien évidemment, les mesures restrictives exigées par la situation sanitaire nous conduisent à adopter, à amplifier ou à prolonger des dispositifs d'accompagnement et d'indemnisation au bénéfice des femmes, des hommes et des entreprises qui en subissent les conséquences. Soyons conscients et fiers de ce que ces dispositifs sont sans doute les plus ambitieux et donc les plus protecteurs d'Europe. Face à la deuxième vague, nous avons encore renforcé ces dernières semaines nos dispositifs d'aide pour les salariés et les entreprises fragilisées par de longs mois de crise. Et nous faisons en sorte que ces aides soient rapidement et aisément accessibles. Par exemple, pour les commerces qui ont dû fermer en novembre, le formulaire d'accès aux aides a été mis en ligne le 4 décembre et 372 000 entreprises ont déjà touché les versements pour un montant total de près de 2 milliards d'euros. En ce moment, ce sont encore 1 600 000 salariés qui bénéficient de l'activité partielle, notamment dans l'hôtellerie, la restauration ou encore l'événementiel. Nous continuons à améliorer et à compléter nos dispositifs pour que personne ne soit laissé de côté. Le Fonds de solidarité pourra désormais bénéficier aussi aux prestataires et exploitants agricoles travaillant avec le secteur de l'hôtellerie et de la restauration ou aux sous-traitants du monde de l'événementiel, notamment sportif et culturel. Vous le savez, des concertations sont engagées avec les élus de la montagne et les professionnels du sport d'hiver que je rencontrerai de nouveau demain matin pour la 3e fois afin de calibrer au mieux les dispositifs d'indemnisation. À la demande du gouvernement, les assureurs ont pris devant Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, de nouveaux engagements afin de répondre aux difficultés rencontrées par de petites entreprises et les PME des secteurs de l'hôtellerie, des cafés et de la restauration, ainsi que du tourisme, de la culture, du sport et de l'événementiel. Nous avons ainsi obtenu qu'il n'y ait pas d'augmentation des primes de contrat d'assurance multirisque professionnels l'année prochaine. Nous veillons à ne laisser personne au bord du chemin. Au moment où la crise économique engendrée par la crise sanitaire accroît ses effets sociaux et psychologiques, notamment sur les plus précaires et les plus fragiles d'entre nous. C'est pour moi un sujet de préoccupation permanente. Encore vendredi dernier, avec les présidents d'universités et d'établissements de l'enseignement supérieur, nous avons décidé, avec la ministre Frédérique Vidal, de mesures de soutien supplémentaires pour les étudiants, vis-à-vis desquels j'ai une pensée particulière. Enfin, la situation épidémique encore difficile que nous connaissons nous conduit également à amplifier et améliorer notre stratégie tester, alerter, protéger. Vous le savez, il s'agit d'un levier essentiel, à la fois pour mieux connaître l'épidémie, pour contenir la progression du virus et pour permettre l'accès aux soins le plus précocement possible. Notre objectif est à la fois d'augmenter le nombre de tests, alors que la France est déjà parmi les pays d'Europe qui testent le plus, d'accélérer encore davantage les délais d'accès et de rendu de leurs résultats, d'améliorer le repérage des cas contacts et d'assurer l'effectivité de l'isolement des personnes déclarées positives et de leurs cas contacts par un accompagnement renforcé. S'agissant de l'isolement, nous avons souhaité évoquer avec les forces politiques et les groupes parlementaires la question d'une évolution juridique qui nous conduirait, comme d'autres pays autour de nous, à rendre cet isolement obligatoire et en prévoyant éventuellement un système de sanctions en cas de manquement. Un tel dispositif
je l'ai dit, existent dans certains pays qui nous entourent. Ils soulèvent cependant beaucoup de questions, non seulement éthiques, mais aussi sanitaires, avec notamment la crainte que certains hésitent à se faire dépister de peur d'être soumis à une telle contrainte. Les échanges que j'ai eus ces derniers jours sur ce sujet avec les représentants politiques et parlementaires, tous les groupes parlementaires, m'ont conduit à la conclusion qu'une telle évolution, qui passerait au demeurant par une nouvelle loi, ne faisait pas consensus. Nous devons donc orienter nos pistes d'amélioration vers l'accompagnement renforcé des personnes malades. Olivier Véran va vous présenter les grandes lignes de cette stratégie à laquelle nous associons les professionnels de santé, les organismes d'assurance maladie, le secteur associatif et les collectivités locales que je tiens une nouvelle fois à remercier vivement. Monsieur le ministre. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, le mois de décembre et le mois de janvier vont effectivement voir évoluer en profondeur notre stratégie tester, alerter, protéger, conformément à ce qu'avait exprimé le Président de la République lors de son allocution. Tester d'abord. Alors actuellement, 75% des résultats de tests PCR sont rendus en moins de 24 heures. C'est une amélioration continue grâce à l'extraordinaire mobilisation, je le dis, de l'ensemble de la filière de biologie médicale dans notre pays. C'est bien, mais nous voulons aller plus loin. Les laboratoires d'ailleurs s'y sont engagés. Grâce à cette mobilisation, soutenue désormais dans les prochains jours, à partir du 15 décembre, par un dispositif de bonus-malus, nous voulons approcher le 100% de résultats rendus en 24 heures et quand c'est possible même en moins de 12 heures. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un résultat rapide ? Parce que quand vous faites un diagnostic rapide, vous pouvez procéder à du contact tracing pour identifier les chaînes de contamination rapidement, alerter tous les cas contacts rapidement, anticiper la mise à l'abri des personnes positives et cas contacts et ainsi éviter que ces personnes aient le temps d'en contaminer d'autres. Bref, c'est pour être plus efficace. Les tests antigéniques maintenant, ils montent en puissance à toute vitesse dans notre pays. Ils sont déployés désormais jusque chez les dentistes, les masseurs kinésithérapeutes, les sages-femmes qui le souhaitent. Actuellement, nous réalisons 250 000 tests antigéniques par semaine dans notre pays. Et je vous le dis, ce sera beaucoup plus dans les prochaines semaines. Nous travaillons avec les entreprises, nous travaillons avec les collectivités territoriales qui le souhaitent, pour mener des opérations de dépistage collectif partout où ça fait sens et dans de bonnes conditions. Je le rappelle, tester dans de bonnes conditions, ça veut dire ne pas tester pour tester, mais tester en étant en capacité, si les examens sont positifs, de procéder à ce fameux contact tracing et à la mise à l'abri des personnes positives au virus ou cas contact des personnes positives. Pour cela, un conventionnement doit être assuré, passé entre les collectivités territoriales qui souhaitent s'y engager et les autorités sanitaires dans les territoires. Alerter ensuite. Là aussi, nous souhaitons aller plus vite et nous souhaitons aller plus fort en renforçant essentiellement les moyens humains mobilisés pour les actions de tracing. Vous connaissez pour la plupart d'entre vous ces équipes qui travaillent sans relâche aussi depuis des mois, des milliers de personnes. Nous allons renforcer ces équipes de manière à démarrer lorsque c'est possible, à chaque fois que ce sera possible, et nous allons faire en sorte que ça le soit dans l'immense majorité des cas, le contact tracing dès la réalisation d'un test rapide positif, avant même que la personne aille chez elle avec son test, une fois passé son test antigénique positif. L'idée est qu'il puisse être démarré, initier ce travail de tracing pour isoler les chaînes de contamination dès les premières minutes. Encore une fois, dans la course contre la montre, contre l'épidémie, nous voulons prendre de la vitesse. Tous Anti-Covid mobilise désormais plus de 11 millions d'utilisateurs dans notre pays. Il sera bientôt renforcé grâce à l'action de Cédric O, secrétaire d'État en charge du numérique, avec des modules destinés aux patients qui sont mis à l'abri. Et enfin, le troisième volet, protéger. Nous visons un objectif nouveau et ambitieux sur lequel j'aurai l'occasion de revenir lors d'une prochaine conférence de presse. L'objectif, c'est que chaque personne diagnostiquée positive au virus se voit proposer une visite à son domicile par une équipe pluriprofessionnelle, pluridisciplinaire, comprenant un soignant, un infirmier ou une infirmière, libérale la plupart du temps, qui pourra par exemple, en se rendant au domicile de la personne qui est diagnostiquée positive, réaliser des tests antigéniques auprès de l'entourage qui partage le même foyer que la personne malade, de manière à pouvoir isoler aussi plus rapidement et plus efficacement. À l'occasion de cette visite au domicile, seront prodigués
des conseils sur les conditions de l'isolement, seront assurés aussi donner des garanties si la personne n'est pas en capacité, qu'elle vit seule et qu'elle ne peut pas faire ses courses, lui apporter du soutien. Vraiment ce soutien humain, cet accompagnement humain, c'est cela qu'on appelle renforcer les conditions de l'accompagnement au domicile. Et en matière de renforcement du respect, cette fois-ci, de la compréhension des consignes lorsque vous êtes cas positif ou cas contact, nous travaillons à un document, une sorte de charte, qui sera remis aux patients dès la réalisation du test, qui contiendra des conseils et qui permettra à la personne de s'engager à respecter la mise à l'abri si le test devait être positif. Peut-être un mot, Monsieur le Premier ministre, sur la période de Noël. Vous êtes un certain nombre de Français à vous poser la question de savoir si vous devez vous faire tester avant de vous rendre dans votre famille à l'occasion des fêtes de Noël. Quand je dis nombreux, c'est que vous êtes potentiellement très nombreux, et je vais y venir. Ça peut paraître sur le papier une bonne idée. Ce que je voudrais vous dire, c'est d'abord, il y a un risque de surprotection. Surtout quand on n'est pas symptomatique, il y a un risque que le test soit négatif, alors qu'on ne soit pas encore suffisamment contagieux pour pouvoir transmettre le virus autour de soi. Et avoir un test qui est négatif quand on est asymptomatique ne signifie pas qu'on n'est pas porteur du virus. Et le danger serait que 20 personnes qui partagent un repas ou qui ont prévu de partager un repas pour Noël décident de se faire tester et en confiance se retrouvent à table, arrêtent les gestes barrières, ne portent pas le masque, partagent le même foyer pendant plusieurs jours avec des personnes fragiles, pensant ne rien risquer alors qu'en réalité le virus est là et que le risque de transmission est réel. Par ailleurs, je le dis, il faut aussi éviter l'engorgement des laboratoires, des pharmacies, des médecins qui réalisent des tests. Vous imaginez bien que s'il y avait 10, 15 ou 20 millions, je ne sais, de Français qui souhaitaient se faire tester dans l'urgence avant d'aller partager le repas de Noël, évidemment, aucune structure sanitaire au monde ne serait capable d'y faire face, pas plus la structure sanitaire française, quand bien même nous sommes l'un des pays qui testions le plus actuellement. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez un doute, ou si vous vous êtes amené à vous rendre auprès d'une personne vulnérable, comme en EHPAD par exemple, vous pouvez évidemment vous faire tester. Mais s'il vous plaît, n'utilisez pas le test comme une sorte de totem d'immunité. C'est risqué pour vous, c'est risqué pour vos proches et pour tous ceux qui auront réellement besoin de se faire tester parce qu'ils sont malades, symptomatiques ou cas contact avant la période de Noël. Et enfin, un dernier mot, pour vous confirmer que 4 opérations de dépistage collectif, ce qu'on appelle du mass testing, du dépistage de masse, vont être organisés dans les prochaines semaines. Pour la semaine du 14 au 19 décembre, 2 opérations vont être menées dans la métropole Le Havre-Seine et dans la métropole des Ardennes, Charleville-Mézières. Une autre opération va être menée du 11 au 16 janvier à Roubaix et enfin à Saint-Étienne aux alentours du 11 janvier. Nous organisons ces opérations main dans la main avec les collectivités territoriales, en lien avec les préfets et les agences régionales de santé. Quand je dis main dans la main, ça veut dire que tout est organisé au-delà du test. Nous savons, si les tests sont positifs, mettre en place du contact tracing immédiat et garantir des bonnes conditions de mise à l'abri des patients positifs. Encore une fois, tester pour tester n'aurait pas de sens. Ces opérations sont tout autant un moyen de limiter la propagation du virus dans les collectivités concernées qu'un levier d'expérimentation de notre stratégie tester, alerter, protéger, dont vous voyez qu'elle évolue, qu'elle continuera d'évoluer à mesure que nous apprendrons comment faire face à cette pandémie. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, je voudrais en conclusion partager avec vous 3 convictions qui ont inspiré les décisions que je vous ai annoncées aujourd'hui. Ma première conviction, c'est la nécessité de rester prudent et cohérent dans la gestion de cette 2e vague de l'épidémie. Oui, nous avons réduit la circulation du virus. Oui, nous avons allégé la pression sur nos hôpitaux. Mais il ne serait pas compréhensible de continuer à alléger nos mesures dès lors que les niveaux de réduction que nous avions posés ne sont pas au rendez-vous. Ce serait une décision plus facile et plus confortable à court terme, car je sais la lassitude de beaucoup d'entre vous et l'impatience de nombreux secteurs économiques, mais ce serait une décision dont nous payerions le prix d'ici quelques semaines. Je me refuse à cette forme de facilité et d'irresponsabilité. Ma deuxième conviction, elle n'est pas nouvelle, et vous m'avez souvent entendu l'exprimer. Cette bataille contre le virus,
Nous ne la remporterons que par la mobilisation de tous. Bien sûr, il appartient à l'État de prendre les mesures nécessaires pour réduire les flux et les risques. Mais à la fin des fins, c'est chacune et chacun de nous qui avons la clé de la solution, par le respect des gestes barrières, par une vigilance absolue, quand nous sommes en présence d'une personne fragile, par l'application des recommandations de prudence, et j'y insiste encore tout particulièrement s'agissant des fêtes de fin d'année. Ma troisième conviction est que les premiers mois de l'année prochaine doivent nous permettre de franchir un cap dans la lutte contre la Covid. L'expérience des mois passés nous enseigne qu'il n'y a pas dans la gestion de cette crise une seule solution. Nous devons agir en activant tous les leviers. Il y aura bien sûr la vaccination, dont les premières phases nous permettront de protéger d'abord les plus fragiles au cours des prochains mois. Il y aura la multiplication des tests dont vient parler le ministre de la Santé, notamment des tests rapides, le renforcement de l'accompagnement des personnes atteintes par le virus pour qu'elles puissent s'isoler rapidement en étant mieux suivies. Il y aura l'emploi des outils du numérique pour mieux identifier les cas contacts et remonter les chaînes de contamination. Il y aura enfin le recours à des mesures de freinage en cas d'accélération de l'épidémie que nous nous emploierons ensemble à éviter. Mes chers concitoyens, décidément, cette année 2020 aura été éprouvante pour nous tous. Je sais votre lassitude, vos doutes, vos souffrances. Je les partage. Mais je vous dois d'abord la vérité et la transparence sur cette épidémie qui dure plus qu'on ne l'aurait voulu. Mon rôle et celui du gouvernement est de vous protéger, quitte à prendre des décisions difficiles. Une nouvelle fois et inlassablement, je fais appel aux belles valeurs de solidarité et de responsabilité. Une fois que cette crise sera derrière nous, et ce temps viendra, on s'apercevra, j'en ai la conviction, que ces valeurs auront été nos meilleurs atouts. Je vous remercie et je me tiens, mesdames et messieurs, à votre disposition avec les ministres pour répondre à vos questions. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Camille Collin pour TF1 et LCI. J'ai plusieurs questions sur les fêtes de fin d'année. Ne craignez-vous pas, dans tous les cas, et a fortiori pour Noël, puisqu'on peut encore se rassembler, un rebond épidémique à la sortie de ces fêtes, comme les États-Unis l'ont vécu, vous l'avez vu, pour Thanksgiving, et comment vous anticipez le retour en janvier et les mesures éventuellement à prendre ? Pour le Nouvel An, deuxième question, que signifie la jauge à 6 le 31 ? En clair, malgré le couvre-feu, est-ce qu'on peut se réunir quand même à 6 ? Par exemple, faire dormir des amis chez soi, ou est-ce que vous demandez à ne pas se rassembler pour la nouvelle année ? Et puis enfin, pourriez-vous prendre des mesures plus dures d'ici la fin de l'année, pour Noël, notamment si la situation ne s'améliorait pas ? Merci. Merci. Autre question ? Monsieur le Premier ministre Pascal Morel, je voudrais revenir à la vaccination que vous n'avez évoquée qu'à la fin de votre intervention. Les professionnels de santé, dans cette période effectivement difficile et décourageante, comme vous le dites, demandent effectivement d'avoir des conduites à tenir et des informations et des formations sur la manière de vacciner les Français. Les vaccins qui s'annoncent apparaissent vraiment comme efficaces. En tout cas, les données qui nous sont données sont effectivement assez satisfaisantes. Est-ce que l'on peut imaginer d'abord une accélération éventuellement des mises sur le marché, ou en tout cas que vous calibriez ces pratiques de vaccination pour faire baisser la tension et la pression sur nos concitoyens ? Merci. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre, Julia Vanelst pour BFM TV. J'ai deux questions. La première concernant le 31 décembre. Afin d'éviter tout rassemblement festif, même s'il y aura un couvre-feu ce soir-là, est-ce que le dispositif policier sera conséquent et de quel ordre ? Et deuxième question également concernant la vaccination. La campagne de vaccination prévoit, si je ne me trompe pas, de vacciner jusqu'à 15 millions de personnes dans les phases 1 et 2, donc d'ici au printemps. Ça représente près de 160 000 personnes par jour, c'est beaucoup.
Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que par exemple des barnums seront-ils installés ou par exemple des lieux pour vacciner en masse? Merci. Dernière question, puis on va répondre. Monsieur le Premier ministre, bonsoir, Boris Karlamov pour l'agence A2PRL. Concernant les théâtres et les cinémas, comment justifiez-vous le prolongement de 3 semaines de leur fermeture alors qu'on sait qu'ils sont soumis à un protocole sanitaire très strict, comme notamment la règle d'un siège sur 2 entre chaque spectateur? Enfin, dernière question, l'absence de Madame la ministre Roselyne Bachelot n'est-elle pas un mauvais signal envoyé au monde de la culture ce soir? Merci. Très bien. Je demande au ministre de la Santé de s'approcher. Je vais essayer de clarifier les questions. Donc, je commence par la dernière. Donc, non, l'absence de la ministre de la Culture n'a absolument aucune signification. Elle est tout à fait au travail auprès des acteurs de la culture, comme elle l'a toujours été. Je crois avoir été clair, encore une fois, quand on a une vague épidémique. Je répète à vous toutes et tous inlassablement, il ne suffit pas d'avoir des protocoles sanitaires dans les lieux où on se rend, il faut éviter le maximum les flux et les interactions, les mouvements de circulation, les déplacements qui conduisent à ces lieux. Donc, compte tenu des données épidémiques qui vous ont été présentées, nous considérons qu'il n'est pas souhaitable d'encore ouvrir des lieux de destination pour accroître ces flux et ces mouvements de population. Voilà. Donc ça, il faut que ce soit bien répété. On l'a pour tout. Vous voyez, je reviens aux stations de sport d'hiver. Oui, elles se dotent aussi de protocoles sanitaires. Il n'est pas question de le contester ni de minimiser les efforts qu'elles font, mais l'objectif, c'est pas qu'il y ait des grands rassemblements de foule sur un lieu déterminé à un moment donné. Donc la logique et la cohérence sont les mêmes. La question du 31, puisque 2 d'entre vous, je crois, l'ont évoqué. Donc le 31, le couvre-feu s'appliquera, ça veut dire qu'entre 20h et 6h, on ne pourra pas circuler. Voilà, ça sera la différence avec Noël, qui est quand même considérable. Alors si vous me dites, est-ce qu'on ne pourra pas inviter quelques personnes chez soi qui arriveront avant 20h et qui partiront après 6h, oui, ce sera possible. Mais l'objectif, encore une fois, c'est de limiter au maximum les mouvements. Donc, nous avons décidé, pour les raisons que j'ai expliquées, vous m'avez entendu, de ne faire, pour des raisons très spécifiques, qu'une exception à ce couvre-feu sur toute la période, c'est-à-dire le soir, la soirée de Noël. Est-ce qu'on envisage, c'est une façon de passer la parole au ministre de la Santé, et qui a aussi des questions sur la vaccination, des mesures plus dures d'ici Noël, j'allais précisément dire, madame, que celles que je vous annonce ce soir ont pour objectif de l'éviter. Voilà. Maintenant, souvent d'ailleurs, vous-même ou vos confrères vous posez ces questions, mais le rôle du gouvernement, c'est d'être pragmatique et de s'adapter à la situation épidémique. C'est-à-dire, voilà, je n'espère pas, monsieur le ministre, que nous ayons une forte flambée la semaine prochaine des cas de contamination, auquel cas, bien, nous en tirions les conséquences nécessaires. Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Premier ministre, oui, sur le risque de rebond épidémique, vous l'avez dit, on ne peut pas exclure. On l'a dit, quand vous augmentez le brassage de population, lorsque les gens se voient davantage, lorsqu'ils passent plus de temps dans la même pièce ou dans le même bâtiment, les uns avec les autres, et forcément, il y a un risque. Mais vous aviez posé aussi une question sur le Nouvel An et la fête. Finalement, le Nouvel An, c'est quoi? C'est une soirée pour enterrer l'année qui s'est écoulée et célébrer l'année qui va commencer. Moi, je vous le dis, la meilleure manière de célébrer 2021, c'est de se donner les moyens collectivement de passer une année 2021 plus normale, plus libre, moins dure que l'année 2020 que nous avons connue. Honnêtement, c'est le meilleur moyen de célébrer l'arrivée de l'année 2021, c'est de faire attention les uns aux autres et d'être responsable, même si on a envie d'autre chose. Sur la vaccination, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées. D'abord, peut-être une petite mise à jour des données qui nous reviennent, notamment de l'étranger. Vous l'avez peut-être vu, il y a une équipe de scientifiques reconnus, hors tout soupçon aux États-Unis, une vingtaine de personnes, je crois, qui a démarré l'analyse de toutes les données scientifiques du vaccin Pfizer en public.
Il y a également une publication aujourd'hui dans la revue New England Journal of Medicine qui est extrêmement favorable sur le vaccin Pfizer, tant en termes d'efficacité que de sûreté. Notamment, ce que je retiens de la lecture de cette publication indépendante, c'est que sur les près de 40 000 personnes qui ont été testées dans le cadre de la campagne de vaccination dans l'essai de phase 3, il y a eu des effets indésirables bénins, tels qu'une rougeur au point d'injection ou de la fatigue, ce qu'on voit d'ailleurs dans toutes les injections de médicaments, que ce soit des vaccins ou non. Il n'y a eu aucun effet indésirable grave. Ça, c'est une donnée qui est importante, que je n'avais pas encore quand on avait présenté la vaccination la semaine dernière. Donc, on aura d'autres données qui arriveront. En Angleterre, il y a eu 2 effets indésirables graves qui sont apparus chez des patients qui ont été vaccinés. Ce sont 2 patients qui souffrent d'une allergie extrêmement intense, tellement intense qu'ils ne peuvent pas circuler sans avoir en permanence sur eux de l'adrénaline au cas où ils feraient ce qu'on appelle un choc cardiogénique lié à une allergie. Donc, ça veut dire que ça impliquera peut-être des recommandations particulières chez les gens qui souffrent d'allergies sévères. Nous verrons, ce seront les autorités scientifiques, je l'ai dit la semaine dernière, qui nous donneront la conduite à tenir en la matière. Vous avez posé la question de comment est-ce qu'on va vacciner 15 millions de personnes en aussi peu de temps. Alors d'abord, il y a beaucoup de professionnels de santé. Beaucoup. Et quand vous parlez de 150 000 personnes à vacciner par jour, c'est quelque chose que nous savons faire en cabinet de médecine de ville. Je rappelle que le premier million de personnes qui seront vaccinées, c'est en établissement collectif pour les personnes âgées, personnes en situation de handicap dans les établissements collectifs, les EHPAD, je ne reviens pas sur la liste, vous la connaissez. Et ensuite, 14 millions de personnes par tranche d'âge progressive. Et nous faisons le choix de nous appuyer sur la médecine de ville, sur les soignants en ville pour organiser ces campagnes, ce qui n'exclut pas d'avoir, dans des collectivités qui le souhaiteraient, je me suis entretenu avec les associations de collectivités à ce sujet par anticipation, que les collectivités puissent mettre à disposition des locaux pour que les soignants puissent venir vacciner des patients en plus de leur activité dans leur cabinet. Et enfin, pour Pascal Morel, sur comment est-ce qu'on informe et comment est-ce qu'on répond aux questions des professionnels de santé, nous menons beaucoup de concertations avec les représentants de la profession. Et à titre d'information, après la conférence de presse à 20h, j'organise une visioconférence avec des médecins de ville et d'hôpital qui ont été contactés par le Conseil de l'ordre des médecins, donc potentiellement un très grand nombre de médecins, pour pouvoir avoir ce dialogue aussi direct avec les premiers acteurs de la campagne de vaccination, ceux en qui les Français ont confiance, c'est-à-dire leurs médecins. Merci. Une question a été posée au ministre de l'Intérieur sur les contrôles renforcés, hein, c'est ça, le 31, c'est bien ça? C'est vous. Il y a plus de 100 000 forces de l'ordre qui, dans les moments les plus importants de contrôle, je parle des policiers nationaux et des gendarmes, sans compter les policiers municipaux, mais bien évidemment sous l'autorité des maires qui sont à disposition lors d'une journée normale de contrôle intensif. Il est certain que pour le 31 décembre, à la fois pour garantir la lutte contre les fêtes sauvages, comme je l'ai dit, ou les rassemblements intempestifs, qui seront évidemment particulièrement combattus, notamment parce que les préfets, et singulièrement le préfet de police de Paris, prendra les dispositions réglementaires nécessaires pour le faire savoir et pour le mettre en place. Nous mobiliserons beaucoup les policiers et les gendarmes. Et d'ailleurs, à la demande du Premier ministre, je serai évidemment particulièrement à la manœuvre avec la ministre déléguée pour pouvoir les soutenir dans ces contrôles. Et donc, nous sommes en train de voir quelle est la jauge maximum de policiers et de gendarmes qui pourront, ce soir-là, contrôler en effet cette nuit du 31 décembre, à la fois pour des raisons de sécurité, nous sommes toujours en risque attentat élevé, chacun le comprend, mais aussi pour des risques sanitaires. Donc ce sera plus de 100 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés la nuit du 31 décembre. Merci beaucoup. Allez, on va prendre quelques autres questions. Bonjour, Jérémy Marot de l'AFP. Plusieurs questions pour les services de l'AFP. La première sur les universités. Est-ce que les données épidémiologiques dont vous disposez à l'heure actuelle compromettent, et donc qui permettent d'avoir une vision à 15 jours, compromettent une réouverture comme espéré au 1er janvier, début janvier. Oui, plutôt que... je vais allez-y. Concernant les Outre-mer, est-ce qu'il y a des restrictions de déplacement pour les ultramarins étant en métropole et qui voudraient rentrer chez eux pour les fêtes? Sur la même thématique du voyage, est-ce qu'il y a des restrictions pour les voyageurs hors UE qui voudraient venir en France pour les fêtes ou au-delà?
Concernant le couvre-feu, il s'appliquera à partir du 15 décembre. Est-ce que vous avez d'ores et déjà un objectif, un horizon pour la fin de ce couvre-feu? Et enfin, dernière question sur les campagnes de dépistage massif. Est-ce que vous avez des objectifs en termes de pourcentage de population dépistée? Est-ce que vous comptez mener des incitations pour que les gens participent à ces campagnes? Ça fait pas mal de questions d'un coup, vous l'avez observé, hein? Bonjour, Hélène Bonnet pour LCI TF1. Je voudrais rebondir sur la question des départs en vacances. Y aura-t-il des dérogations pour les Français qui ont peut-être déjà réservé leur billet de train ou d'avion ou qui souhaitaient se déplacer de nuit pendant le couvre-feu? Autre question qui concerne aussi le dépistage massif. Pourquoi avoir choisi les 3 ou 4 villes dont vous avez parlé? Voilà. Bonsoir, Patricia Issa pour France Télévisions. Monsieur le ministre, Monsieur Véran, quel est votre regard sur la mise en cause par la commission sénatoriale de Jérôme Salomon autour de la pénurie de masques au printemps dernier? Allez, une dernière question. Une dernière question ici. Bonsoir Monsieur le Premier ministre, Jérémy Baudot pour Europe 1. Il semble que les arbitrages ont été compliqués. Comment est-ce que vous expliquez les choix de ce soir? Est-ce que le sanitaire gagne forcément par exemple sur l'économie ou la culture? Bon, je vais commencer en demandant, il y a quelques questions pour le ministre de l'Intérieur sur les déplacements et d'autres évidemment pour le ministre de la Santé. Je répondrai à ce qui me concerne sur la dernière question et sur les universités. Sur les choix qui ont été faits, la réponse est me semble-t-il simple et c'est toujours la même. C'est toujours effectivement les considérations sanitaires qui déterminent les choix que nous arrêtons. Voilà. Évidemment, nous prenons en considération les conséquences économiques de nos choix, notamment en recourant aux indemnisations dont je vous ai toujours expliqué qu'elles étaient légitimes et même indispensables par rapport notamment au secteur dont nous bloquons l'activité. Mais, d'ailleurs, je pense que vous l'avez compris, nous l'avons illustré, ce sont des considérations visant à préserver la santé de nos concitoyens qui, toujours, je crois, depuis le début de la crise, sont à l'origine des décisions que nous prenons. Quelques clarifications sur l'université, cher monsieur. Bon. Donc voilà ce qui est prévu. Donc, vous vous souvenez tous de l'échéance du 20 janvier, hein, qui reste évidemment valide, ainsi que je l'ai rappelé dans mon propos, et qui concerne les universités. Ce dont nous sommes convenus avec Madame Vidal, la ministre concernée, et les responsables de la communauté universitaire, après qu'ils ont appelé l'attention du gouvernement sur ce que nous connaissions, mais qui l'ont illustré, c'est-à-dire la difficulté d'un certain nombre d'étudiants, notamment des premières ou des deuxièmes années, mais pas que, beaucoup d'étudiants étrangers ou internationaux qui sont en situation d'isolement parce que, par construction, leur famille est beaucoup plus loin. Donc, nous avons décidé de travailler sauf s'il y a une situation épidémique épouvantable dès le début du mois de janvier, à pouvoir reprendre, et évidemment dans le cadre de protocoles sanitaires renforcés, l'enseignement en présentiel, notamment les travaux dirigés pour ces étudiants, pour des étudiants ciblés. Voilà. Bon. Je rappelle aussi que nous avons dégagé des crédits, j'en profite puisque vous me posez la question, pour renforcer auprès des Crous les vacations de psychologues et d'assistantes sociales, parce que nous sommes parfaitement conscients, je vous ai dit que j'étais très très attentif à toutes les situations, qu'il y a des étudiants dans une situation psychologique très difficile. Et il y a des suicides. Donc nous regardons ça avec beaucoup d'attention. Nous avons par ailleurs mis en place, vous le savez, des systèmes de tutorat ou de petits contrats pendant 2 ou 3 mois avec 2 objectifs. D'abord, pour les étudiants qui en bénéficieront, qui sont plutôt des 3e, des 4e années, de pallier le manque de petits boulots auxquels ils avaient souvent recours, vous le savez, pour financer leurs études. Et à la fois, ce sera l'objectif de ces contrats,
précisément pour s'occuper, pour tutorer des jeunes étudiants qui seraient plus en difficulté, qui seraient en situation de décrochage ou de détresse. Donc vraiment, nous voulons mettre le paquet, nous adaptons notre dispositif, parce que, et je vous remercie d'avoir posé la question, on parle souvent, on a parlé des commerces qui étaient fermés, vous m'avez posé légitimement des questions sur le secteur culturel, on a parlé aussi du sport, mais voilà, les universités sont aussi, elles sont pas fermées puisqu'elles assurent leurs cours en distanciel, mais la situation des étudiants est très difficile, et donc nous essayons de mettre le paquet pour faire face à cette situation. Alors là, il s'agit de concilier, c'est par rapport à la question précédente, j'allais presque dire le sanitaire et le sanitaire. Là, il n'y a pas du tout d'enjeu économique, il y a des enjeux pédagogiques, mais ça, on peut dire que l'enseignement à distanciel, il pourvoit, en partie, mais il pourvoit, mais il peut y avoir des situations sociales et psychologiques qui sont extrêmement préoccupantes et dont nous devons nous occuper. Monsieur le ministre de la Santé, il y avait des questions notamment sur le dépistage massif et sur la commission d'enquête sénatoriale. Monsieur le Premier ministre, d'abord, vous avez fait, madame, allusion à des informations issues de la commission d'enquête menée par les sénateurs. J'ai pris connaissance du rapport d'inspection, en tout cas de la synthèse, que le rapport est long. Je me suis entretenu évidemment avec le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, en début d'après-midi. Il m'a indiqué que les échanges d'emails auxquels il est fait allusion dans le rapport de la commission d'enquête, ainsi que dans certains journaux qui s'en sont fait l'écho avant la parution de ce rapport, ces échanges d'emails, il les a lui-même transmis à la commission d'enquête parlementaire. Ces messages datent d'ailleurs de début 2019, environ un an avant ma prise de fonction. Il revient au directeur général de la Santé de communiquer les explications sur le fond. Ce soir, la direction générale de la Santé publiera donc un communiqué qui apportera ces éléments d'explication. Sur la question des dépistages de masse, ce que nous voulons, c'est un dépistage de masse qui soit structuré, cohérent, qui cible notamment les publics vulnérables, les publics les plus exposés au risque de cluster et donc de diffusion de masse. Des opérations qui fassent sens, donc auprès de publics ciblés, mais en nombre. Donc il n'y a pas un objectif en soi chiffré. D'ailleurs, nous n'avons pas en France l'obligation de nous faire tester. La Slovaquie avait mis en place une obligation où vous étiez testé, où vous deviez rester chez vous pendant 14 jours. Ce n'est pas possible en France, dans le droit, et vous le comprendrez bien, ce n'est pas non plus dans l'esprit, dans l'éthique de fonctionnement collectif de notre pays. Néanmoins, nous encouragerons, et les collectivités font beaucoup de communication sur place pour pouvoir encourager les publics cibles à venir se faire tester. Les équipes sont en place, il y a plusieurs centaines de renforts qui sont mobilisés dans chacune des collectivités que j'ai citées. C'est important. Nous n'avons pas choisi ces collectivités, c'est elles qui se sont choisies et qui nous ont contactés en nous faisant part de leur souhait de mettre en place des opérations. Alors certaines villes, parce qu'elles ont été soumises à une très forte deuxième vague, je pense au Havre par exemple ou à Saint-Étienne, évidemment Roubaix, mais aussi Roubaix parce que la communauté scientifique, une partie de la communauté scientifique du département souhaitait se mobiliser pour pouvoir, à l'occasion de dépistage collectif, peut-être expérimenter d'autres types de tests. J'aurai l'occasion d'y revenir, les choses ne sont pas encore ficelées à ce stade. Merci. Monsieur le ministre de l'Intérieur. Oui, Monsieur le Premier ministre, la question a été posée finalement des départs en vacances et sans doute aussi du passage d'une région à une autre région pour la plupart de ceux qui partent en congé. Vous l'avez compris, à partir du 15 décembre à 20h, à la fois dans cette journée du 15 décembre et dans les jours qui suivent, il n'y a plus d'attestation dans la journée et donc plus de limite entre le nombre de temps qu'on doit passer dehors et les kilomètres. Donc vous pouvez en conclure facilement qu'à partir du 15 décembre, les Français pourront passer de région à région avec leur véhicule ou leurs moyens de transport évidemment publics et pourront évidemment rejoindre leur lieu de vacances s'ils partent en vacances. À partir de 20h, ils doivent s'arrêter de voyager, à quelques exceptions près, une correspondance évidemment pour prendre un train ou un avion, comme dans le cas du premier confinement évidemment, l'attestation de billets le démontre par exemple, et bien évidemment que les forces de l'ordre, si vous êtes à quelques dizaines de kilomètres de votre lieu de destination, et si vous pouvez évidemment le prouver par votre attestation, vous laisseront rejoindre ce lieu de vacances, mais évidemment l'idée c'est de pouvoir limiter au maximum ces déplacements, y compris pour partir en vacances, durant la période de 20h à 6h du matin. Donc pour résumer,
Les Français, s'ils le souhaitent, pourront partir en vacances ou pourront se déplacer pour des motifs personnels sans justifier leur déplacement dans la journée, bien évidemment. Ils pourront, s'ils ont une correspondance ou s'ils sont à quelques encablures de leur lieu de vacances, montrer aux forces de l'ordre leur attestation et donc arriver sans heurts dans ces lieux de vacances, même si ce n'est pas dans leur région, même si c'est à plusieurs kilomètres. Et évidemment, entre 20h et 6h du matin, quels que soient les motifs, je les ai évoqués, ceux qui permettent une exception, de pouvoir rester chez soi ou dans son lieu de vacances sans sortir. Oui, j'ajoute peut-être, Gérald, que s'agissant de l'outre-mer, parce que je pense qu'il y a une question sur l'outre-mer, donc vous savez qu'il y a un principe, normalement, c'est que pour vous rendre en outre-mer, vous devez faire présenter un test négatif avant le départ vers la collectivité en question. Ça, c'est le principe. La règle, après, et j'invite tous ceux qui sont intéressés par la réponse à cette question à se rendre sur le site du gouvernement, parce que les règles ne sont pas forcément homogènes selon les collectivités d'outre-mer. Je vous rappelle, par exemple, que la Nouvelle-Calédonie, qui est compétente en matière sanitaire, a décidé d'instaurer une septaine obligatoire, ce qui n'est pas le cas des autres collectivités. Donc, je vous renvoie sur le site gouvernemental pour en savoir davantage et je vous remercie vivement de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous.